Voudrais inviter sur scène les artisans de cette internalisation des repas à l'EHPAD de la Tour de l'Âge d'Or. J'ai nommé en premier lieu Véronique Champaumier, à tous seigneurs tout honneur. Voilà. Thibaut Renaudin est déjà sur la piste. Thaïs et Ilona qui sont là, qui travaillent, donc qui sont responsables logistique et soins à l'EHPAD. Monsieur Pinazzo qui est le médecin, un des médecins de l'EHPAD, des médecins à Nogaro, qui nous fait le plaisir d'être là dans un agenda bien chargé. Et Isabelle Bretonnier et Hervé Mouchard, je t'invite à nous rejoindre sur scène, qui sont respectivement diététiciennes et cuisiniers, qui ont accompagné avec la SCIC Nourrir l'Avenir le projet d'internalisation des repas. Voilà. Je vous propose de vous asseoir. On va faire comme à la maison. Désolé de reprendre la parole, mais il me revient l'introduction un peu de la construction de ce projet. En tant que maire de Termes, j'ai intégré le conseil d'administration de l'AP-AGH 32, structure qui gère cette EHPAD, seul établissement que l'AP-AGH 32 gère. Et donc le conseil d'administration et son président, Alain Cohen, m'avaient demandé d'intégrer le conseil d'administration il y a quelques années. Et puis d'une équipe militante que je remercie et que je félicite pour tout le travail qui a été mené durant toutes ces années. Et puis la volonté du président de l'époque de passer la main. Et cette volonté s'est fait un peu plus pressante en quelques semaines. Et donc il a fallu rebondir très vite sur la reprise de cet établissement. Et je dois vous dire que d'abord j'ai convoqué mon conseil municipal pour dire voilà, on a cet établissement qui avait été créé par mon prédécesseur dans les années 70, qui était une maison plutôt de repos, et qui s'était transformé en EHPAD au fil des années. Je l'ai pris un peu par obligation. Par obligation d'abord du lieu, enfin d'abord des résidents. Nous avions une petite quinzaine de résidents à l'époque, 13 de mémoire. Et d'abord de dire, ces résidents-là, il ne faut pas les abandonner. Et puis ce lieu aussi, qui est un lieu important dans le village, donc il y avait cette double responsabilité. Donc j'ai convoqué mon conseil municipal, et puis je leur ai dit, voilà, je pense qu'il faut qu'on participe à reprendre cet établissement. Et donc on a, à plusieurs, à 4, on a intégré le conseil d'administration de l'EHPAD. Et j'ai demandé à Véronique, qui avait de vraies compétences sur les questions de nutrition, si elle voulait bien m'accompagner dans ce projet de façon un peu plus forte. Ce qu'elle a accepté immédiatement, en l'espace de 12 secondes et demie, en me disant bien sûr, c'est génial, super, je viens avec toi. Et nous avons intégré cet établissement. Il se trouve que dans notre campagne municipale, nous avions posé la question du bien vieillir comme étant un axe important. On se dit souvent, vieillir est un problème, c'est difficile. Comment est-ce qu'on répond à ces problématiques-là ? Bon, d'abord, bien vieillir. Vieillir, d'abord, c'est souvent quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est quand même vivant, c'est quand même pas mal. Si on est vivant dans de bonnes conditions, c'est encore mieux. Et donc, il y a quelque chose, nous semble-t-il, à activer au service d'un bien vieillir qui est aussi un élément d'abord de satisfaction pour les gens qui sont dans cette EHPAD, mais aussi un élément au service du développement du territoire. Donc on est rentré dans l'EHPAD. Ce qui nous a tout de suite un peu marqué, c'est qu'il fallait ouvrir cette EHPAD, il fallait l'ouvrir sur le village, il fallait l'ouvrir, faire en sorte que physiquement, même les portes et les fenêtres soient plus ouvertes, que la cuisine, qui n'était pas une cuisine à l'époque puisqu'on se fournissait à côté, c'était de la nourriture extérieure qui venait, cet espace de cuisine, il fallait aussi l'ouvrir. Bon, et puis, très vite, on a vu que, ça a été dit tout à l'heure, mais la cuisine qui n'est pas maison, qui est industrielle, qui n'est pas locale, d'abord, c'est pas bon. Les résidents renvoyaient énormément de produits alimentaires. Et au bout de quelques mois, avec Véronique, on s'est dit que la question de la nutrition devait être un projet brise-glace. C'est-à-dire qu'à partir de ce projet-là, on pouvait faire changer l'image sur l'EHPAD, qu'on pouvait faire changer la vie des résidents, la vie des familles des résidents,
et aussi le travail des collaboratrices et des collaborateurs qui étaient dans l'EHPAD. Et donc on s'est lancé dans ce projet un peu fou de se dire, et là c'est Véronique avec son talent naturel qui m'a dit mais il faut faire une cuisine locale, bio au maximum, de saison, faite maison. Il se trouve que à 2 ou 3 reprises dans l'année, il y a eu des problèmes, soit parce qu'il y avait un frigidaire qui était tombé en panne, soit parce qu'on a eu un problème de fournisseur. Donc on s'est mis au fourneau avec Véronique à 2 ou 3 reprises, un dimanche soir, un dimanche midi, bon bref. Et donc on s'est rendu compte tout de suite de l'effet, en faisant nous-mêmes à manger, d'abord c'était excellent, mais de l'effet que ça avait immédiatement sur nos résidents. Et je me souviens, entre autres, d'un résident, un dimanche soir, ça m'arrive de faire assez souvent la cuisine, je crois faire assez bien l'omelette, même si ce n'est pas ma spécialité, mais on se lance dans une omelette. Alors on avait fait à l'Armagnac, on avait fait des lardons un peu flambés à l'Armagnac, on avait fait un petit fromage blanc à l'Armagnac, on est dans le Gers. Hein. Et c'est aussi ce raisonnement qui nous a animés, c'est de dire, quand même, on est dans le Gers, la plupart de nos résidents sont gersois, ils ont passé toute leur vie à manger des produits de qualité, gersois, et là, dans la dernière partie de leur vie, alors que les plaisirs se réduisent un peu, la nourriture, le plaisir de la nourriture arrive potentiellement 3-4 fois par jour, et bien là, on leur fournirait des produits de mauvaise qualité, impossible pour nous. Bon, donc, petite digression à part, je cuisine mon omelette dans cet ersatz de cuisine de l'époque, et puis un résident arrive qui est un ancien restaurateur, un ancien cuistot, 85-86 ans, Henri, qui ne voulait plus du tout, parce qu'on interroge les gens pour savoir ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils se rendent à nouveau utiles dans leur vie, comment est-ce qu'on peut leur apporter aussi de cette considération-là. Et donc je dis à Henri, viens, comment on fait l'omelette? Et donc, moi j'avais battu mes œufs, et là, d'un seul coup, il me dit, est-ce que tu as mis de l'eau dedans? Je lui dis, non, je n'ai pas mis d'eau dedans. Ah, mais il me dit, il faut que tu mettes de l'eau dedans, parce que si tu mets de l'eau dans ton omelette, c'est l'eau qui va donner le petit côté craquant. L'Armagnac ne compensait pas. Non, je n'avais pas mis d'Armagnac dans le... Et cette expérience pour moi... Et donc on a mis de l'eau, et je lui ai dit, alors qu'il était à côté, etc., j'ai commencé à battre, et j'ai voulu commencer à faire cuire l'omelette, et je lui ai dit, comment tu fais? Et là, il a pris la casserole. Et là, il a commencé à cuire l'omelette. Et il a commencé à la mettre sur le côté. Il l'a retournée. Bilan, il a été utile. Et on a mangé une omelette extraordinaire. Ce petit exemple pour vous dire que, à partir de ce projet, et depuis, il y a des centaines, je dirais, d'anecdotes à ce sujet, ça permet de changer la vie concrètement pour ces résidents. Et surtout, ça enclenche une dynamique très vertueuse. Voilà. Comme je parle beaucoup. Hein, c'est bien là. Hein, voilà. Merci. Et donc, on va vous passer un petit film du Conseil départemental du Gers. L'EHPAD La Tour de l'Âge d'Or est une petite unité de vie qui est vraiment un établissement à taille humaine. L'objectif principal du projet, j'ai envie de dire pour les résidents, parce qu'on est là pour eux, c'est de leur faire plaisir. Il y a des objectifs santé, qui est peut-être un des premiers objectifs après le plaisir des résidents. Donc avec ces repas qui sont faits 100% fait maison, on est à 87% de bio. Aujourd'hui, on n'a plus aucune perte de poids. Tous les résidents, même ceux qui perdaient du poids petit à petit, les dernières années ont repris du poids et surtout on n'a plus de traitement contre la constipation. Ici c'est à la maison, je fais à manger pour mes 20 papis. Voilà, c'est à la maison. Les résultats au niveau des résidents sont là, ils sont clairs en matière de santé, en matière de prix. Le 100% bio, dans le Gers, c'est incontournable. On doit faire travailler nos producteurs. C'est mieux pour la santé, c'est mieux pour notre économie, c'est mieux pour tout le monde. Et c'est un projet que l'on porte, mais toutes les commissions du département. On travaillait déjà essentiellement avec les collèges du département, donc on nourrissait les enfants et à chaque fois qu'on passait devant les collèges, on voyait des EHPAD et on se disait mince, en fait les enfants mangent bien, ça serait chouette que les personnes âgées le fassent aussi. On était super contents de pouvoir travailler avec cette EHPAD et avoir ce rôle d'apporter de l'alimentation saine pour ces personnes-là aussi.
Quand on a repris l'EHPAD il y a 2 ans maintenant, on a voulu faire de cet établissement un établissement pilote autour de la question du bien vieillir et de la bienveillance. Et donc bien sûr, la question de la restauration était pour nous un des moteurs. Donc on a porté le projet et on a eu la chance et le soutien du département et de l'État dans le pacte des solidarités. Et puis on a eu aussi le soutien financier de la G2R, la mondiale, et la mairie de Termes-d'Armagnac. Nos aînés puissent avoir ce genre de prestations dans un établissement comme ça, mais c'est génial, il faut que ça puisse se propager partout, ça. C'est un projet qui remplit de joie notre EHPAD. On se sert de l'alimentation comme colonne vertébrale de notre journée et de notre projet d'établissement. C'est l'alimentation pour la santé, c'est l'alimentation pour le côté social, quand ils épluchent des légumes, on partage des recettes, on dit moi je faisais comme ça avant, on travaille le geste fin, on va visiter des fermes, on retisse du coup des liens avec les producteurs locaux. Donc c'est vraiment un projet complet. On voit bien à travers cette action l'importance de la participation de tous pour la réussite du projet qui vise un 100% bio, 100% local et 100% de saison, ce qui est totalement innovant et qui constitue une première en France. Bonjour à tous et à tous ceux que je n'ai pas pu croiser. Dans un premier temps, on va vous retracer les étapes qui nous paraissent vraiment importantes, en tout cas qui ont marqué et qui ont permis la réussite du projet. Alors pour moi, c'est des étapes incontournables, mais peut-être que dans un autre contexte, dans une autre région, avec un autre type de convives, une autre configuration, on va dire, de gouvernance, ça pourrait être différent. En tout cas, c'est ce qui a marqué le déroulement de notre projet. En tout premier, ça nous a semblé vraiment important de définir là où on veut aller. Pourquoi ? Parce que quand on présente un projet à notre conseil d'administration ou à notre équipe, de dire la destination du train, ça rassure et ça permet le changement, et on sait combien c'est difficile le changement dans des établissements particulièrement médico-social. Donc on a défini, on est vraiment là où on voulait aller, on l'a présenté, on a défini aussi notre local. Le local n'a pas de définition juridique. Donc nous, on a pris une définition qui est donnée par EcoCert, mais on s'est dit, pour nous, c'est quoi le local ? Est-ce que c'est au plus près ? Est-ce que le local prime sur la qualité ? Est-ce que c'est que dans mon département ? Et à ce moment-là, ça va être limité. Et dans cette définition du local, on a pris en considération aussi qu'on s'adressait à des personnes âgées. Et le plaisir est encore plus important. Alors le plaisir à table est important à tout âge, mais encore plus en prenant de l'âge. Donc on l'a vraiment pris en compte. Puis qu'est-ce que c'est le fait maison ? Le fait maison, alors quand vous interrogez des gens, oui, je cuisine, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est ouvrir un sachet de surgelé ? Est-ce que c'est faire soi-même les pâtes à tarte ? Donc nous, on a choisi de tout faire. On ramasse pas encore le riz et on fait pas encore les pâtes alimentaires, mais on fait toutes nos pâtes à tarte. On n'a aucune sauce industrielle, on fait tout nous-mêmes. C'est de l'assemblage de produits bruts. Et puis bien sûr, la validation du projet par notre conseil d'administration, par nos institutions tutélaires, par les parties prenantes, ça nous donne du poids, ça nous permet d'agir encore plus vite et un peu plus collectivement. Et c'est à ce moment-là que le projet, il n'est pas venu un petit projet d'équipe, mais il est venu un projet d'établissement. Et puis, voilà, comme je vous disais, ça donne du sens et merci. Ensuite, une des grandes étapes qui a duré plusieurs mois, c'est le diagnostic. C'est de prendre une photo. Aujourd'hui, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait ? Donc, c'est de comprendre un petit peu toute la situation de départ pour pouvoir définir ses objectifs. Donc il y a eu des entretiens avec les salariés, avec les résidents, il y a eu des longues périodes d'observation sur le terrain, au moment du repas, comment les résidents percevaient le repas, comment l'équipe accompagnait, ce qu'elle ressentait à ce moment-là. On a bien sûr analysé le retour du gaspillage alimentaire, les poids des résidents,
résidents, la satisfaction, tout ça. Et bien sûr, le budget. Et puis, on s'est renseigné. Comment ils font ailleurs? Parce que, bien sûr, on n'a rien inventé. Hein. On a pris des idées ailleurs et puis on les a modelées à notre contexte. Le constat, Thibaut, on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'était des repas qui étaient livrés en liaison froide, J+3, J+4. Donc du coup, c'est des plats souvent en sauce, surtout sur la viande, parce que ça évite le dessèchement. On avait une qualité alimentaire qui n'était pas du tout maîtrisée. On avait des tomates en hiver, on avait toujours les mêmes goûts, les mêmes sauces, parce que des sauces industrielles. Et on pouvait avoir 5 fois le même légume ou le même féculent dans la semaine. C'était sans saveur. Moi, je me rappelle trop d'un résident qui, à chaque fois qu'on lui servait, repoussait l'assiette. On gaspillait plus de 40% de ce qu'on achetait. Ces repas, personne ne voulait les manger au niveau du personnel, parce qu'honnêtement, c'était pas bon. Donc le personnel amenait sa gamelle, en fait. Donc on ne mangeait pas toute la même chose. Et puis, il y avait une perte de poids chez tous les résidents qui était peut-être douce des fois, mais en tout cas vraiment constante. Et puis, on avait des résidents qui choisissaient jamais ce qu'ils voulaient manger, qui rêvaient de manger des œufs au plat, pour qui, quand c'est leur anniversaire, n'avaient pas le choix du menu. Ils étaient complètement passifs par rapport à leur repas et à leur assiette. Donc il n'y avait pas aussi de cohérence entre le soin et l'alimentation. Une personne âgée qui avait un problème digestif, on ne pouvait pas agir au niveau alimentation parce que on n'avait pas les moyens de le faire. Je me rappelle de l'équipe pour l'avoir interrogée. Hein, une fille de l'équipe m'a dit en fait on a honte. Parce que c'est pas on sert des choses et on n'est pas bien, on est mal à l'aise. Voilà. Et puis, on n'avait aucune famille qui venait manger avec ses parents à l'EHPAD. Ça s'est jamais vu. Donc, il y avait vraiment plein d'indicateurs qui nous disaient on part de quelque chose et il faut faire quelque chose. Alors bien sûr, une des premières étapes, et une étape importante, c'est les partenaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient humains, que ce soit bien sûr nos instances tutélaires comme le département ou comme l'équipe de bénévoles à la Tour. C'est vraiment indispensable. On ne peut pas avancer tout seul, c'est pas possible. C'est un projet vraiment collectif. Donc le financement, ça permet bien sûr de sécuriser l'investissement. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Ça donne aussi d'avoir des partenaires une légitimité et de s'appuyer et d'avoir une reconnaissance par ces partenaires. Ça permet aussi d'agrandir notre réseau et d'avoir des acteurs publics, agricoles, associatifs. Les bénévoles sont aussi très importants, que ce soit les habitants, que ce soit pour les familles, parce que ça ouvre l'EHPAD sur l'extérieur. C'est plus ah oui, il y a un EHPAD, il y a des personnes là qui sont en train de vivre là-bas, mais non, c'est ouvert sur l'extérieur et ils font partie du village. Et puis c'est pour aussi les partenaires, ils nous permettent d'essaimer, de s'inspirer et pourquoi pas de reproduire le modèle. Un petit zoom sur le financement. On a la G2R La Mondiale qui a répondu tout de suite présent. Le département qui a répondu tout de suite présent à travers le Pacte des Solidarités la mairie de Termes-d'Armagnac. Et puis, bien sûr, après, on a répondu à des appels à projets. On a été lauréat de l'appel à projets de la Fondation du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et on attend 3 ou 4 réponses d'appels à projets. Donc, voilà la répartition de notre financement. Finalement, on est sur un autofinancement de la part de l'EHPAD de 7 000 € qui va bien sûr diminuer parce que les autres appels à projets auxquels on répond aujourd'hui vont pouvoir bien sûr éponger cette dépense qui n'était plus ou moins prévue, mais en tout cas vous savez la difficulté financière des EHPAD, on n'a pas 7 000 € comme ça à mettre dans les projets. Une phase qui est très importante, et on sait de quoi on parle, c'est le recrutement du cuisinier. Il nous semblait important, un cuisinier qui fait du fait maison,
qui multiplie les livraisons parce que chaque petit producteur, les légumes, on a 3 ou 4 producteurs, on a le pain, on a 2 producteurs de fromage, on a bientôt une productrice d'escargots, on a la viande, on a le poisson. Enfin, en fait, tout le monde livre dans la semaine et du coup, ça multiplie les réceptions, la traçabilité, le rangement de ces livraisons. Du coup, c'est important de valoriser le métier du cuisinier. Parce que forcément, un cuisinier qui fait du fait maison, qui fait du bio et qui fait du local, il va avoir plus de travail que d'ouvrir des sachets, de mettre dans le four et de servir. Donc il nous a paru important de valoriser ce cuisinier à travers plusieurs choses, mais à travers bien sûr sa rémunération. Et on a choisi de le rémunérer au-dessus de la grille salariale qui était prévue par notre convention collective. Et puis les horaires aussi. Pour faire du fait maison, il faut avoir du temps. Donc un cuisinier, un plein temps, 50 repas par jour. Un cuisinier à plein temps, c'est la base, on va dire, c'est le minimum. Mais surtout, il faut qu'il ait du temps avant le repas pour faire les gâteaux, pour faire les pâtes, pour faire tous ces bouillons, pour faire les fonds de sauce, tout ça. Donc il faut quand même qu'il commence tôt pour pouvoir servir des repas à midi qui soient bons et cuits, surtout. Et puis, on lui demande certaines compétences à ce cuisinier. Bien sûr, il faut un cuisinier, comme sa définition le dit, ça veut dire avec des produits bruts. Pour minimiser le coût aussi, on achète des poissons entiers. Donc il faut qu'il sache lever les filets, il faut qu'il sache faire des bouillons avec les carcasses de poulet, avec bien sûr les légumes, tout ça. Qu'on ne se pose pas de questions sur la saisonnalité. D'accord ? Un cuisinier doit s'adapter à la saisonnalité. La tomate cerise en plein hiver pour décorer la salade, c'est pas possible. On peut décorer autrement. Et puis, il faut une certaine créativité et une adaptabilité. Pourquoi ? Alors, la créativité, parce qu'on essaie de rien jeter. Et quand on nous livre des bottes de carottes, on cuisine même les fans de carottes. Ça va dans le potage ou ça va sur une quiche, mais il faut qu'il se réadapte à chaque fois. Il reste du riz, ok, le lendemain, il faut qu'il trouve quoi faire avec ce riz. Donc il faut une certaine souplesse et puis qui s'adapte au reste, à ce qu'ont bien voulu, à ce qu'ont apprécié nos résidents ou pas. Et puis, il faut qu'ils s'adaptent aux multitudes de livraisons, qu'ils s'adaptent aussi à ce qu'ont les producteurs. On n'appelle pas les producteurs en disant on veut des carottes, on veut des épinards, on veut des pommes de terre. Non, on appelle les producteurs en disant qu'est-ce que vous avez ? Et on adapte notre menu en fonction de ce qu'on peut nous livrer. Comme ça, le producteur, s'il a un surplus de carottes parce que les conditions ont fait que cette année-là, il y a un surplus de carottes, on l'aide à écouler sa marchandise. Sur l'organisation multiple des livraisons, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr, un cuisinier qui respecte les règles d'hygiène, ça c'est la base. Mais surtout avec le bio, parce qu'on amène des produits qui sont plus ou moins terreux. Donc c'est important qu'ils soient vraiment calés sur l'hygiène. Et puis bien sûr, il nous fallait un cuisinier ou une cuisinière, qui soit... Quand on lui a annoncé le projet, il fallait, si on n'a pas vu des étoiles dans les yeux, c'est pas possible, quoi. On voulait vraiment qu'il porte le projet, qu'il en soit fier de cuisiner pour nos résidents et voilà, vraiment qu'il adhère au projet de l'établissement, parce que le fait maison, ça repose sur du savoir-faire et il faut une organisation engagée et une équipe engagée aussi. La phase des travaux et des équipements est très importante. On ne peut pas faire du fait maison si on n'a pas une cellule de refroidissement, parce que sinon on est obligé de jeter. Il nous faut une légumerie aussi. On reçoit 40 kilos de légumes par semaine. Donc il faut une légumerie, c'est incontournable. Il faut du matériel de cuisson. Ils font des fours mixtes, il faut bien sûr des plaques, il faut des sauteuses qui nous permettent de faire des cuissons de nuit. Quand on fait des cuissons de nuit, par exemple, la viande, elle va moins fondre, elle va être beaucoup plus tendre, donc du coup, nos résidents vont beaucoup plus l'apprécier et vont beaucoup plus la consommer.
Donc ça, c'est important. Puis on gagne du temps sur la journée. Le cuisinier, il arrive à 6h du matin, ça a cuit toute la nuit. Du coup, il peut faire des pâtisseries maison, des entrées maison, il peut faire plein de choses. Il faut bien sûr, alors j'en passe, j'ai pas tout mis, mais un robot pâtissier pour faire les gâteaux, un robot coupe pour tailler les légumes, comme les carottes râpées. Et puis, nous, alors, il faut s'adapter à chaque contexte, à chaque établissement. On a créé, nous, la cabane des fournisseurs, enfin des producteurs plutôt. Les producteurs, ça coupe leur journée. On avait un frein dans notre projet, c'est que le Gers, c'est grand, et entre le producteur et chez nous, le producteur, il perdait vite 1 heure de sa journée. Donc on a installé une cabane qui est juste à côté de la cuisine, avec une chambre froide, des étagères, et comme ça, le producteur, il livre quand il veut. Même si l'établissement est ouvert tous les jours, mais ça lui évite d'attendre, et comme ça, ça l'arrange dans l'organisation de sa journée. Et puis il faut s'adapter, on revient en arrière, on fait des pas en avant, on revient en arrière, parce qu'il faut s'adapter bien sûr à ce que le cuisinier, ça soit ergonomique pour lui, pour protéger contre les troubles voilà, les TS, merci. Et un confort de travail, que ça soit efficace. Et puis, on n'arrête pas de s'adapter, de mettre en place des choses. Et ça, c'est Thaïs qui s'en occupe beaucoup. Par exemple, un truc tout bête, mais du vrai pain, c'est difficile à couper. Alors, il y a déjà eu plusieurs accidents avec le couteau. Donc là, on est en train de chercher comment on pourrait trancher ce pain pour que ça soit facile. Pourquoi pas que les résidents puissent le faire d'eux-mêmes pour, bien sûr, appuyer l'autonomie. Mais donc, si vous avez une solution, on est preneur. Voilà, c'est des petites choses comme ça où on s'adapte, où on remet en question pas mal de nos habitudes un petit peu tous les jours. Alors, juste avant, si on peut revenir juste un petit peu en arrière, je voudrais laisser la parole à un des médecins de notre établissement. Juste pour souligner, bien sûr, alors on est un petit établissement, une petite unité de vie, donc on n'a pas de médecins qui travaillent à l'établissement comme salariés. Ce sont les médecins traitants des résidents qui interviennent pour s'occuper d'eux. Depuis le début, donc on est soutenu bien sûr par nos médecins, mais ça nous paraissait vraiment important d'avoir la parole d'un médecin généraliste par rapport à notre projet. Et je lui donne la parole tout de suite parce que je sais qu'il est très occupé et qu'il doit partir très vite. Voilà, merci. Oui, bonjour. Ça va être difficile de passer après tout le monde parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites et qui sont un peu passionnantes. Je vais juste essayer de mettre les choses dans une perspective peut-être plus de soins, forcément. J'ai relu 2-3 articles hier soir. En fait, en France, on aurait 3 millions de personnes qui seraient en phase de dénutrition et 50% dans les EHPAD. Donc en fait, on sait maintenant les choses. Il y a énormément de recherches qui sortent, beaucoup d'articles qui sortent par rapport à ce phénomène. On parle surtout de sarcopénie. Bon, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est surtout la fonte musculaire. Et cette sarcopénie, ça commence tôt dans la vie. Et il y a un mot que j'ai bien aimé parce que j'aime bien l'employer parce que c'est holistique. Il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure, qui s'est présentée. Et en fait, c'est des démarches globales de prise en charge. C'est vrai que on en parle au niveau de l'EHPAD, mais ça commence extrêmement tôt, particulièrement chez les enfants. Maintenant, on sait que les choses commencent déjà à se mettre en place très très tôt. Et donc, chez la personne âgée, c'est la sarcopénie, c'est ce qui va faire que les gens vont rentrer dans la dépendance plus vite. Et quand on voit actuellement, encore ce matin, j'ai lu un article qui m'inquiète un peu, mais bon, c'est comme ça, on va pas sur le coût qui est croissant au niveau des soins. Ce qui est fait ici, en fait, on est dans la prévention primaire et on est même dans la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va éviter que les gens s'accentuent dans la maladie. Donc on va repousser la dépendance, on va repousser tout un tas d'aggravations de pathologies. Et quand les pathologies sont là, le fait de mieux manger, c'est déjà un soin. Et là, la graine qui a été plantée
qui est planté en fait à terme, moi je trouve ça extrêmement moi, ça me fait extrêmement bien au cœur de voir ce qui se fait ici, parce qu'en fait, on reprend les problèmes à la base. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le soin, on prend les choses en amont. Et là, on passe simplement du soin ou petit à petit à un vivre ensemble qui donne en fait une espèce de transversalité en fait qu'on a du mal à mesurer, parce qu'en fait ça touche tellement tous les pans de la société. On part de quelque chose, mais on voit bien que on part sur de l'économie locale, on part sur le vivre ensemble avec des gens qui ont une démarche positive, qui retrouvent du sens. On voit que les gens revivent même au sein de l'EHPAD, donc on ne peut être que satisfait de ça. Et ce que j'espère, en fait, c'est que cette démarche, pour revenir petit à petit à cette démarche holistique, c'est que ça sorte de l'EHPAD et que petit à petit, ça diffuse sur l'ensemble du territoire. Parce qu'en fait, on a énormément de gens qui ne sont pas forcément en EHPAD, qui n'ont pas la chance de venir à terme, du coup, parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui vivent des choses très similaires au fin fond des hameaux ou des villages. Et je pense que ces gens-là, il faudra aller les chercher, aller les aider, parce qu'en fait, ils vivent la même chose. Et en sachant qu'une personne qui mange mal ou qui n'a pas les moyens de bien manger, bah forcément, et je ne parle pas que le côté nutritionnel, parce qu'il y a l'isolement maintenant, on a vu encore qu'une enquête est sortie récemment qui montre qu'en France, il se passe des choses extrêmement graves. Ben, aller chercher ces gens, c'est faire aussi qui maintenir une certaine dignité dans leur vie et faire que progressivement on les réintègre dans la société, et pour un mieux vivre et un meilleur accompagnement. Voilà, donc je ne vais pas faire de cours de médecine, c'est pas le but aujourd'hui, mais je pense qu'il faut garder cet exemple et montrer qu'en fait c'est vraiment un point de départ que j'espère qu'il va s'étendre progressivement et diffuser sur l'ensemble du territoire. Je vais laisser la parole à Isabelle Breténier et Hervé Mouchard, qui nous ont accompagnés sur le projet et qui a été une étape bien plus qu'importante. Merci. Pour rebondir un petit peu et dans la continuité de ce que vient de dire le docteur, c'est vrai que moi, pendant mon BTS diététique, on apprend qu'on peut couvrir tous les besoins nutritionnels de la personne âgée, en fait, en cuisinant. Mais en fait, dans les faits, on voit bien qu'il y a l'utilisation de petits produits, de compléments nutritionnels oraux, bourrés de protéines ou d'énergie, alors qu'on peut le faire en cuisine. Et quand Véro m'a appelée, j'ai eu une petite angoisse parce que, comme beaucoup de gens, moi, quand j'étais petite, j'allais voir mon grand-père dans une maison de retraite et c'était juste ignoble, en fait. Vraiment ignoble ce que j'ai vécu là. Et donc là, quand je me suis dit, quand je vais passer la porte, j'espère une chose, c'est de ne pas retrouver ce sentiment de traumatisme que quand j'étais petite. Et quand j'ai passé la porte, tout de suite, ça s'est échappé parce que ça sentait très bon. Il y avait les beaux sourires de tout le monde, de Marie-André. Il y avait énormément d'amour déjà dans cette EHPAD. Et je me suis dit, waouh, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc nous, on est connus beaucoup pour le secteur scolaire. Donc c'est un peu nouveau, là, le secteur médico-social. Et au collectif, on dit souvent, on est dans le partage. On a autant à apprendre des gens que nous accompagnons que nous, humblement, on peut leur transmettre quelque chose. Et en effet, moi, j'ai appris énormément à vos côtés. Quand je suis venue dès les premiers jours très tôt pour travailler dans cet établissement, j'ai assisté par exemple au réveil des résidents et ce que j'ai entendu m'a juste bouleversée en fait. La porte qui s'ouvre doucement, fais attention à ne pas mettre trop de lumière, attention je vais vous toucher pour vous réveiller. C'est juste incroyable l'amour qu'il y a, donc merci beaucoup à vous de prendre soin autant de nos personnes âgées.
Alors l'accompagnement, l'accompagnement de la SCIC Nourrir l'avenir. Donc je vous ai dit qu'on était partout en France. Donc là, c'était les premiers projets médico-sociaux. On a aussi inauguré en Dordogne le premier foyer de vie à Belvès pour des personnes en centre médico-social. Donc il y a toute une partie diagnostique en général qu'on fait. Véronique vous l'a dit tout à l'heure. Donc là, Hervé, il a été vraiment dans le conseil pour qu'est-ce qu'on va mettre comme équipement en cuisine, etc. Et puis après, on fait une formation de 3 jours consécutifs. Donc c'est plutôt pas mal, 3 jours consécutifs. Et on appelle ça les formations modules de base. 3 jours consécutifs parce que c'est important d'être ensemble pendant 3 jours pour tisser une relation de confiance et je disais tout à l'heure avoir un point de vue holistique et avoir ce projet d'établissement. Donc il se crée des liens vraiment très forts entre nous et les personnes que l'on accompagne. Et dans un premier temps, et puis alors d'un point de vue technique aussi, on peut voir facilement en 3 jours consécutifs les recettes anti-gaspi. Tu as parlé de revalorisation des surplus en cuisine. Les cuissons de nuit, c'est super important. Mais en fait, quand on arrive, alors au collectif Les Pieds dans le Plat, on travaille avec les outils de l'éducation populaire. Et ça nous est vraiment, cher, parce que en fait, les études montrent que quand on accompagne des adultes avec les outils de l'éducation populaire, eh bien, on va travailler beaucoup sur les émotions des gens, et puis on va faire émerger l'intelligence collective. Et c'est comme ça que, d'eux-mêmes, en fait, après, ils se mettent en mouvement et qu'ils changent leur pratique, parce qu'ils comprennent à quel point ce sont des acteurs dans cette grande transition agroécologique et pour remédier un peu à tout ce chaos global que nous vivons tous les jours. Donc l'éducation populaire, c'est quelque chose d'assez dingue. En fait, les études montrent que quand on a un enseignement très classique avec un enseignant et puis des stagiaires, c'est très descendant comme ça, eh bien, il n'y a que 20% des informations qui sont retenues. Alors que l'éducation populaire, on n'est pas du tout des enseignants, on est des animateurs et on fait beaucoup de jeux, on bouge beaucoup et là, c'est vraiment quelque chose de ludique et de très efficace et de très pertinent. Donc ces 3 jours de base, en fait, on les commence avec une grosse prise de conscience sur les grands enjeux de la transition alimentaire. Parce que finalement, même le rapport du GIEC nous le dit, peu de gens déjà connaissent ce que c'est que le GIEC. Peu de gens savent exactement c'est quoi le réchauffement climatique, pourtant ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peu de gens font le lien avec le déclin de la biodiversité. Peu de gens dézooment comme ça et regardent un peu le système alimentaire mondial. Donc on est là-dedans, en fait. On décrypte un petit peu tout ça, on éveille les consciences, des débats mouvants. Et là, c'est juste incroyable ce qui peut se passer quand on fait ça avec ses agents. Après, on cuisine beaucoup, mais Hervé pourra vous expliquer un peu les découvertes des ingrédients de la transition et puis toutes ces techniques culinaires, parce qu'il n'est pas question en fait de se serrer la ceinture quand on est dans une transition comme ça. En fait, déjà, nous, les mots, dans le milieu scolaire, les mots végétariens, on ne l'utilise absolument pas, parce que végétarien, t'as rien, en fait. Et déjà, ça part très très mal pour engager une transition. En fait, nous, on appelle ça plutôt végéta plus, parce qu'on est sur un plus qualitatif, sur un plus nutritionnel, sur un plus de convivialité. Et c'est ça qu'on recherche. Et en fait, toutes nos recettes sont hyper joyeuses et provoquent beaucoup de plaisir à table. Et c'est ça qu'on recherche. Après, on fait beaucoup de nutrition de base. Mais voilà, c'est pas super compliqué. C'est qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé ?
qu'est-ce qu'un aliment raffiné. Et en fait, c'est là aussi la cuisine du plus, c'est la valeur nutritionnelle. Et on apprend à lire les étiquettes. En parlant de chiffres comme ça, comme tout à l'heure, c'est l'UNICEF qui vient de nous dire que ça y est, en fait, le taux de mortalité dans le monde, la raison, c'est les aliments ultra transformés, plus que la famine aujourd'hui. Donc on apprend à décrypter tout ça, à couvrir les justes besoins nutritionnels des convives. Voilà, et puis après c'est la cuisine, et puis je m'arrête là, et c'est pendant ces moments-là que, oui, je l'ai dit, qu'on fait le projet d'établissement et que c'est extrêmement sympathique. Je laisse la parole à mon collègue cuisinier. Merci Isa. Tu me laisses la parole, c'est bien. Moi je suis cuisinier et j'accompagne toutes les formations au sein de la SCIC Nourrir l'Avenir. Et en général, on essaye de faire découvrir d'autres sortes de céréales que des pâtes et du riz, donc du millet, du sarrasin décortiqué, du boulgour, voilà, toutes sortes de céréales et toutes les légumineuses qu'il peut y avoir sur le territoire. Et on parle de menu imbriqué, ça veut dire on va mettre des légumineuses dans le potage, on va mettre des légumineuses avec la viande pour diminuer un petit peu la quantité de viande, mais tout en apportant autant de protéines que nécessaire, surtout pour le public visé. Et là, l'enjeu, c'était, parce que pour moi c'était une première, faire une formation pour des cuisiniers, pour un EHPAD, j'ai beaucoup appris. Et il a fallu quand même mettre du matériel qui soit adapté pour faire une cuisine qui rentre du moelleux, comme on disait tout à l'heure, Véro. Donc j'ai insisté pour qu'on puisse mettre deux petites sauteuses en fait, qui cuisent de nuit. Et ça permet d'avoir des cuissons vraiment très efficaces pour avoir une viande vraiment parfaite le lendemain. Et surtout pour organiser, parce que le cuisinier est seul toute la semaine, avec un petit peu d'aide au niveau de nettoyage des légumes, mais il faut bien s'organiser, parce que c'est quand même 50 repas tous les jours, donc midi et soir avec des repas différents, et plus le week-end, donc il faut bien s'organiser pour pouvoir être optimal. Et voilà, donc au sein de la formation, quand on a fait la formation avec les équipes, on a surtout insisté de préparer des recettes qui puissent se resservir le lendemain et pouvoir faire le moins de gaspillage possible. Et moi j'étais très surpris des chiffres que Véro nous a donnés cette année, qu'on était moins cher qu'auparavant, mais c'était incroyable. Surtout quand on fait des petites quantités, c'est pas toujours évident de pouvoir gérer le coût matière. Et, pour la formation, on a fait des formations cuisine. Bon, je vais être assez bref là-dessus. On était formation cuisine, mais avec toute l'équipe de l'EHPAD, même ceux qui servent et ceux qui sont les résidents, pour pouvoir qu'ils se rendent compte aussi de ce que c'est que cuisiner. Et puis ça permet aussi de souder l'équipe. Donc et après on mange tout ce qu'on a produit, et pour faire goûter aussi à toute l'équipe de cuisine les plats qu'on va préparer ensuite pour les résidents. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle des EHPAD et même des foyers de vie c'est la question des mixés, des texturés. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui suscite beaucoup de plaintes. Comment est-ce que vous avez travaillé ça, justement ? Moi, j'avais jamais travaillé les mixés, les texturés, je connaissais pas du tout. Et je me suis beaucoup interrogé, j'avais peur en fait de faire des recettes où on parlait des fausses routes, tout ça. Donc moi je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un potage minestrone par exemple avec des légumes taillés ? Est-ce que je peux faire des plats avec des graines ? C'est vraiment la question que je me suis posée, mais on peut faire, mais en prenant quelques précautions. Mais je me suis rendu compte qu'on peut faire tout. Toutes les recettes qu'on faisait pour le scolaire, je les ai faites, je les ai adaptées, c'est tout. Ça veut dire, par exemple, pour la minestrone, mais il faut bien cuire les légumes. Et puis, pour celui qui vraiment ne peut pas manger les légumes avec les morceaux, on va le mixer un peu plus, on va réadapter. Mais cette semaine, j'ai fait des plats avec des pot-au-feu, des langues de bœuf et du poisson, mais on n'a jamais mixé lisse, j'ai toujours mixé avec des morceaux.
Et finalement, tout se passe bien en fait. On a plus de peur qu'il faudrait. On en rajoute en fait, cette peur de la fausse route. Et je pense que c'est aussi le temps passé pour donner à manger aux résidents qui incite les gens à dire on va faire du lycée parce qu'on n'a pas trop le temps de donner à manger. Il y a aussi ça, cet aspect-là. Et c'est ça un peu grave même de dire c'est presque de la maltraitance en disant on va faire du mixélisme comme ça va aller vite et il va vite manger. Et je trouve ça scandaleux en fait. Il faut respecter les gens. S'il met du temps à le manger, on va prendre le temps qu'il faut. Et je sais c'est vraiment un problème au niveau du nombre de personnes pour accompagner les résidents dans les EHPAD en tout cas. Je voulais rajouter quelque chose. J'étais venu il y a 1 an en fait pour faire la formation et je suis revenu récemment pour remplacer la cuisinière qui était absente mais j'ai vraiment vu la différence incroyable. Cette équipe qui a été formée, l'équipe est soudée. Enfin moi ça m'a fait plaisir et là je suis resté plus longtemps donc j'ai pu discuter avec Marie-André qui m'a reconnu et Claude. C'est marrant parce que Claude et Marie-André c'est le nom de mes parents et ils viennent régulièrement. Donc c'est trop drôle. Et moi je kiffe ce boulot à l'EHPAD. J'aurais la même chose chez moi. Je prendrais le poste sans problème. Et Véro, elle a su créer cette équipe incroyable. Et mais pourquoi on le fait pas partout ? Enfin, on respecte pas nos aînés. Moi, je trouve ça tellement 50% des nutrisons, c'est pas possible dans le monde de la gastronomie. Enfin, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là et qu'on se pose la question mais est-ce qu'on peut faire du bio, est-ce qu'on peut faire du fait maison? Mais bien sûr qu'on peut le faire, on y arrive et au contraire, imaginez si on revenait en arrière là maintenant en disant aux résidents on va arrêter tout ça, on va revenir au plat à froid, mais c'est même pas possible, envisageable avec toute l'équipe qui est mise en place. Ils vont pas vouloir et ça va être la révolution là. Et donc là, j'ai vraiment adoré cette semaine au sein de l'équipe. Voilà. Et du coup, oui, pour faire le lien, donc il y a les parties diagnostiques, après il y a les 3 jours modules de base, et après il y a l'immersion, où là on est en production réelle pendant 1 semaine complète avec les équipes, et on prouve en fait qu'on peut faire du 100% bio et fait maison dans l'ultra maîtrise des coûts. Donc on pèse le gaspillage, on calcule tous les coûts denrées. Et puis voilà, ça c'est un truc de diète, mais on prouve bien que là, même sur des repas où on n'a pas de produits animaux, de chair animale, enfin vous voyez pas le tableau, mais croyez-moi, on obtient des objectifs, des atteintes en termes de protéines, d'énergie, de minéraux, de calcium. Donc ok, c'est bon, c'est calculé, on ne va pas se prendre la tête, on peut le faire en cuisinant fait maison, on atteint les objectifs. Mais surtout, comme il y a beaucoup de convivialité, eh bien, ils vont manger plus, ils vont venir au restaurant et on va augmenter les ingestats et on va lutter contre la dénutrition. Et quand on dit holistique, c'est stimuler la sensorialité, parce que Véro me disait des poissons panés en forme de poisson qui arrivaient dans des barquettes plastiques, mais c'est juste pas possible en fait. Donc par exemple pour les mixer, on fait des plats qu'ils aiment bien, qui est de leur culture. Donc par exemple une poule au pot, mais stimuler la sensorialité, c'est aussi montrer la poule au pot avant de la mixer par exemple. Parce que quand il vous arrive une barquette déjà mixée, qui ont toujours les mêmes goûts et toujours les mêmes couleurs, c'est pas possible. Et puis favoriser l'autonomie. Mais ça, elles savent très très bien le faire. C'est du bon sens. Soigner l'environnement de l'espace, l'environnement humain, prévenir les risques. Alors c'est vrai aussi, des risques, il suffit de bien tout prendre en charge et puis ça se passe très bien en fait. Faut pas avoir trop peur. Voilà. Merci Isa. Allez. Et puis il y a une autre étape importante, c'est le jour J, c'est le jour de la fête. On est prêt, on a tout vérifié 12 fois.
Le matériel, les stocks, la marche, elle est claire. Et puis, l'équipe, elle est mobilisée. On essaye d'être le plus possible ce jour-là, parce qu'on fait corps, on fait cohésion. On a aussi le soutien souvent de notre président ou d'autres membres du CA. C'est important parce qu'on se sent soutenu dans ce grand jour. On est à 2 jours près, hein, mais c'était il y a juste 1 an en arrière. Et puis on fait un petit débrief entre nous, on dit on va le faire. Et puis on rassure les résidents aussi. On leur dit alors qu'on pose des fusibles en disant bon, c'est notre premier repas, c'est comme à la maison, peut-être que vous aimerez, pas tout, mais en tout cas, il faudra nous dire, vous, ce que vous pensez de ce repas. Donc bien sûr, des menus. Alors des fois, ça peut être des menus tout simples, comme on mange à la maison, hein, c'est pas la fête 365 jours sur 365 jours. Le discours, on communique beaucoup autour du repas. On a fait une petite entrée en matière, on l'a annoncé, et puis on a mangé avec eux pour partager ce repas et avoir le ressenti. C'est comme quand vous allez dans un restaurant. Un restaurant même étoilé, si vous avez un serveur ou une serveuse qui ne vous fait pas de sourire, qui ne communique pas, qui vous sert les plats, vous demandez ce que c'est parce que vous ne reviendrez pas. Par contre, dans un petit bistrot, et je me rappelle, quand j'étais au collectif Les Pieds dans le Pain, on était dans un petit bistrot où c'était froid, où c'était pas super bon, c'était gras, mais le serveur était tellement agréable, on y retournait, tout simplement. Donc voilà, comme disait Isa, la communication, le dialogue, c'est super important. Et puis bien sûr, après ce jour J, alors bien sûr c'était tout magnifique, hein, c'était un conte de fées ce jour-là, mais c'est important d'aller récupérer les impressions, de leur demander leur avis, hein, c'est leur maison. Hein. Merci. Et puis l'inauguration, c'est un grand moment, c'était en janvier, c'est le symbole du changement, c'est de remercier ses partenaires, ceux qui nous ont soutenus depuis le début ou en cours de route, et puis c'est la concrétisation, ça y est, là on est vraiment dans la phase active du projet, on le développe, c'est un moment aussi de reconnaissance envers nos partenaires, mais aussi envers notre équipe, parce qu'elles ont un métier qui n'est pas facile, où elles ont plein de choses à faire et on leur demande en plus un changement du côté cuisine et de faire le lien entre la cuisine et le restaurant. Là encore, le plat, il raconte une histoire. C'est Hervé qui l'a fait, c'est Claire qui l'a fait. Elle a acheté les épinards telle ferme. Et tu connais la ferme, tu y allais avant. Voilà, donc tout ça, c'est important de le faire. Et l'inauguration a vraiment été le début du lancement. Une autre phase, qui est une des dernières phases très importantes, c'est la communication. Comme on fait aujourd'hui, par exemple, ça valorise notre projet, ça valorise l'équipe et leur engagement. Ça renforce bien sûr l'ancrage territorial, qui est très important, en tout cas qui fait partie de la philosophie de notre projet. Ça mobilise les partenaires, hein, bien sûr, et les institutions. Et puis, ça attire et ça fidélise les salariés, les familles et nos résidents. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes dans notre EHPAD pour y séjourner, beaucoup de familles qui demandent. Mais alors, on sait que le monde médico-social, on manque de salariés. Et j'ai toujours un petit peu du mal à le dire parce que je ne veux pas que ça fasse présomptueux, mais je ne l'ai pas encore dit à Ilona, qui s'occupe des soins. On a encore reçu hier 3 CV. On reçoit, avant on était entre 2 et 3 CV par mois. Là, ce mois-ci, on est à 7 CV. Des gens qui ont identifié notre EHPAD, alors aussi parce que c'est une petite unité de vie et qu'on a le temps de prendre du temps avec les résidents. Vraiment, l'équipe, et ça, d'aller promener un résident, d'aller le maquiller, de faire des choses, de discuter, ça fait partie du soin, mais Ilona vous le dira tout à l'heure. Et puis on espère bien sûr juste de donner l'échange avec d'autres établissements, parce qu'ailleurs c'est possible complètement. C'est l'heure du bilan. Au bout d'1 an, on y va. Alors, on en est où? On fait du 100% local. Toujours pas de bouillon de cube, toujours pas de sauce industrielle, toujours pas de je sais pas quoi. On fait du 100% fait maison.
On est sur du 100% des produits frais. On n'a pas de congèle, de toute façon, c'est clair. C'est vite fait. Et bien sûr, des produits que de saison. Aujourd'hui, on est à 87% de bio, dont plus de 80 pris dans un rayon de moins de 45 km. On est donc ces 12 producteurs, et je les remercie de nous régaler tous les jours. La ferme des Barottes, les Petites Louches, enfin je ne veux pas tous les nommer parce que je vais en oublier. On a 0 plat industriel, on a réduit bien sûr 0 tomate en hiver. Ça c'est un peu mon image combative. Non, si, j'adore ça, mais pas en hiver. Et on n'utilise presque pas de papier plastique. C'est que des cagettes en bois. Le plastique juste alimentaire pour protéger, pour des raisons d'hygiène. Et puis aujourd'hui, surtout, on a un goût authentique. On n'a jamais deux plats qui ont le même goût. Et puis on a des sourires à table vraiment qui réchauffent le cœur. Je vais passer la parole à Thaïs, qui est notre référente logistique, et qui va vous expliquer ce que ça a changé pour les résidents. Alors bonjour, moi c'est Thaïs, je suis soignante depuis maintenant 10 ans dans l'EHPAD de Termes. Donc j'ai pu voir l'évolution de ce projet de A à Z, que ce soit au niveau des résidents que dans l'ambiance en général. Donc comme on l'a expliqué avant, c'était une cuisine collective qui nous livrait les repas. Donc c'était des repas industriels. Souvent après le service des repas, on jetait des quantités astronomiques d'aliments à la poubelle. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de servir des nuggets ou même des cordons bleus, ce qui n'était pas dans leur habitude d'alimentation. Mais depuis que Madame Champommier, avec l'aide de Monsieur Renaudin, ont repris la direction de l'EHPAD et quand ils nous ont proposé ce projet, j'ai pu voir un net changement. Maintenant, les résidents viennent à table avec plaisir. Grâce aux cuisiniers, ils peuvent choisir leur repas, voir si c'est possible de faire tel ou tel repas ou tel dessert dans la semaine ou le mois. Ils ne sont pas que spectateurs de ce projet, mais ils sont aussi acteurs. Ils épluchent les légumes pour en faire de la soupe. Ils coupent les légumes, ils écoutent les haricots quand c'est de saison, avec l'aide de l'animatrice Muriel, bien sûr. Ils sont déjà allés cueillir des fraises chez un producteur local. Voilà. Tous les jours, ils demandent qu'est-ce qu'on mange à midi. Donc, on l'écrit sur un tableau qu'on affiche en salle à manger. Il y a de bonnes odeurs, ça je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Ils prennent plaisir à manger, il n'y a plus de reste dans les assiettes, ou voire très peu, mais ça après on resserre ou on réutilise avec le cuisinier. Maintenant, du coup, on l'a dit ça aussi, mais je voulais le redire. Le cuisinier s'adapte à l'alimentation de chacun, à chaque texture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible de proposer plusieurs alternatives à nos résidents, comme de la texture hachée ou moulinée ou lisse. Alors qu'avant, quand un résident ne pouvait plus manger en texture dite normale, eh bien, il était forcément alimenté par de la texture lisse, qu'on servait dans des barquettes en plastique et qu'on réchauffait au micro-ondes. Et en plus, ils ne mangeaient pas la même chose que tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde mange la même chose. Et ça, c'est super plaisant. Et au niveau de l'équipe, tout a changé. Maintenant, on mange tous ensemble. Bon, certes, on mange après le service des résidents, car au vu de notre petite salle à manger, ce n'est pas possible. Mais quand le temps le permet, on mange tous ensemble dehors. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et voilà. Bravo. Et maintenant, Ilona va nous présenter, donc est notre référente soins, elle va nous présenter ce que ça a apporté au niveau sanitaire pour nos résidents. Bonjour, je suis Ilona, une aide-soignante de l'EHPAD de la Tour de l'Âge d'Or depuis mai 2025. C'est tout récent. Il y a quelques années, je suis venue travailler dans cet établissement. Je suis allée découvrir d'autres endroits. Et aujourd'hui, je suis très, très fière de faire partie de cette équipe.
Voilà. Du coup, au niveau du bilan sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des ingestats, avec une augmentation en apport nutritionnel et donc en prise de poids pour nos résidents. On sait tous que la prise de poids est très très importante sur la santé de nos résidents. On a, ces derniers mois, pu analyser les courbes de poids de nos résidents. Et aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'il y a une augmentation de 2,4% sur la prise de poids dans le corps de nos résidents. Voilà. C'est vrai que cette alimentation a eu un effet immédiat sur l'arrêt des traitements laxatifs. On sait tous l'inconfort que peut occasionner ces traitements sur le plan digestif, sur le fait qu'on a une perte d'appétit, on a des ballonnements, etc. Certaines fois, nous devions faire appel aux infirmiers, à l'intervention d'infirmiers, ce qui est assez problématique sur la dignité de nos résidents, qui est très très importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ceci est arrêté. Grâce à cette alimentation, il n'y a plus aucun souci de constipation, excusez-moi, mais je suis obligée de l'évoquer. Voilà, c'est vrai qu'il y a donc une nette amélioration sur l'état de santé, tant sur le plan physique de nos résidents, mais sur le plan psychologique également. C'est très très important aussi. Je le redis et le redira encore, ils prennent plaisir à venir manger. Le midi, le soir, le goûter, etc., etc. Quand ils voient et qu'ils sentent dans les couloirs toutes ces bonnes odeurs, tous ces plats préparés avec amour, où ils peuvent participer, comme l'a dit Thaïs, dans l'épluchage des légumes, où ils nous racontent un petit peu leurs histoires autour de ces plats. C'est vrai que psychologiquement pour eux, ils prennent plaisir à venir partager ces temps conviviaux avec nous. Et voilà. Merci, c'est une première pour elle, hein, donc je suis hyper fière de vous, vraiment. Donc comme Ilona le disait, réduction des médicaments, hein, bien sûr. Puis à un moment donné, il faut aller dans les chiffres. Le bilan financier. On avait prévu donc la cuisine, hein, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on réceptionnait des plats qu'on laissait dans une chambre froide pendant 2-3 jours et qu'on réchauffait, que l'équipe réchauffait. Du coup, ça leur prenait du temps sur leur journée, ça leur prenait à peu près 1 heure à 2 heures. Sans formation d'hygiène, hein, HACCP pour ceux qui connaissent. Donc voilà, pour moi c'était un petit peu limite. Mais on avait prévu du coup 77 000 € pour ce projet. L'équipement, les travaux, tout à faire, casser, tout ça. Les petits murets, voilà, il y avait de l'aménagement à faire. On a dépensé un petit peu plus que 77 000 €. On a dépensé 84 900 €. Allez, presque 8 000 € en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des surprises. Hein. Voilà, donc c'est les travaux, l'équipement, le gros équipement comme les sauteuses, c'est l'achat du petit matériel. Les 2 sièges, il est important pour le fait maison. Et puis pour le budget, pour la formation, qui pour moi est une étape cruciale. On a été financé bien sûr à la hauteur de 24 000 € par le département et l'État à travers le pacte des solidarités, 35 000 € la G2R La Mondiale, 1 000 € la mairie de Termes d'Armagnac, et puis pour l'instant on a récupéré 10 000 € par la Fondation du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne parce qu'on est lauréat d'un appel à projet, et là on attend des réponses de l'appel à projet de la DRAF, de l'appel à projet de la caisse d'épargne. Enfin voilà, on essaye bien sûr de faire valoir notre projet. Donc j'ai envie de dire que c'est un projet qui est respecté. On a aussi d'autres pistes. Je vais passer un petit peu plus loin, je reviendrai là-dessus. Voilà. Non, alors reviens en arrière, excuse-moi, je ne sais pas trop. Ou encore avant. Non, alors c'est pas grave. Je vais le dire à l'oral. On a ce qui nous aide, c'est que aujourd'hui on a stabilisé le prix.
Où avant, quand on achetait nos repas à l'extérieur, quand il y avait 1 ou 2 soignantes sur la réception des repas, sur le réchauffage, sur les litiges, parce qu'il manquait souvent quelque chose, hein, l'erreur est humaine, ça nous coûtait plus de 12 € par jour par résident. Juste le repas, enfin le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter le soir. Alors le petit déjeuner c'était industriel, le goûter c'était industriel, et le repas du midi et du soir était industriel. Donc ça c'était toute l'enveloppe pour nourrir nos résidents, c'était 12 € par jour et par repas. Plus des CNO, par jour, pardon, excusez-moi, par jour, oui, par jour. Et par résident, oui, par jour, par résident, d'accord. 12 € par jour par résident. Merci. Plus des médicaments contre la constipation, plus du temps passé avec eux parce qu'il faut aller les chercher pour aller les emmener à la salle de réfectoire parce qu'il y avait des résidents avec qui on passait du temps, enfin vous passiez du temps pour dire mais si, il faut manger, enfin voilà, je ne veux pas faire le tableau noir mais on y était. Aujourd'hui, le repas en 100% fait maison, 87% bio, plus de 80% local, avec un emploi de créer, avec le travail on fait le fait de faire travailler des producteurs, nous coûte pas 12 € par jour, mais, j'ai pas le tableau, mais 10,60 €. On gagne presque 1,50 €, c'est un peu plus, on gagne presque 1,50 € sur le coût de revient du repas. Et ça, c'est ce qui se comptabilise, parce que comme je disais tout à l'heure, alors c'est des dépenses au niveau de la caisse, au niveau de la sécurité sociale, mais on n'a plus de traitement contre laxatif. Elles n'ont plus 1 heure à passer à réchauffer les plats, les réceptionner. Il y a un poste dédié, donc on a créé un emploi sur le territoire. Du coup, elles ont plus de temps avec le résident. On a des résidents qui sont contents de manger. C'est un vrai jury Top Chef. Des fois, vous êtes un petit peu difficile, hein, Marie-André, quand même. Hein. Mais voilà, il y a toute une énergie autour de ce repas. Et donc, c'est un coût qui est maîtrisé. Vraiment. Et alors, on est un petit établissement, donc je pense qu'on ne pourra pas descendre en dessous de ces 10,60 € ou 80, parce que, comme on en discutait avec Jean-Marc Mouillac, mais on ne pourra pas rentabiliser plus, comme on a 25 résidents, ça va être difficile de rentabiliser plus le repas. Donc sur le plan financier, c'est aussi vraiment une économie. Et puis d'autres petites économies, c'est du fait de faire que du fait maison, on gagne de l'argent, c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. On utilise les menus imbriqués qui ont été, on va dire, mis en place par le collectif. Ça veut dire, je fais un poulet, le jour même, je prévois de faire du vermicelle avec la carcasse du poulet. Voilà, on rentabilise tout. On travaille avec un plan alimentaire, avec des menus écrits au jour le jour. C'est le producteur qui nous dit ce qu'il a. Et on fait le menu du jour avec ça. On équilibre les protéines animales et végétales. Il est hors de question, nos résidents aiment la viande, donc il n'y a pas de souci. On en mange, mais on en mange peut-être un petit peu moins le soir, ou alors voire des fois non, comme dans des lasagnes, des choses comme ça. Et puis on enrichit, parce que les protéines sont importantes pour lutter contre la dénutrition, on enrichit avec des protéines végétales. On utilise les cuissons de nuit, je vous en ai parlé. Et puis on sert beaucoup à la part. Est-ce qu'on a faim aujourd'hui? Il y a des résidents qui ont tout le temps faim, un peu plus que d'autres. Et puis, au jour le jour, on peut ne pas être bien dans son assiette un jour et du coup vouloir une petite part. On recycle tous les restes. Thaïs a fait un travail vraiment très magnifique sur l'optimisation et les produits d'entretien. On en consomme. On est passé tu te rappelles de combien à combien on est passé? Je crois qu'on est passé à 500 € par mois, à 200 € par mois de produits d'entretien.
Elle forme les équipes, elle veille au grain, elle a cherché des produits qui étaient respectueux aussi, qui étaient labellisés, parce que quand on veut être dans cette démarche, on fait attention que les produits n'altèrent pas la santé des résidents par les voies respiratoires, mais aussi pour nos salariés, on fait attention à ça. Et puis, c'est plein de petits postes qu'on a supprimés, on n'a plus d'essuie-tout. Alors si, il y en a encore un rouleau en cuisine parce que la cuisinière a maintenu cette idée, mais on a acheté des petits carrés éponges et on s'essuie les mains, et comme de toute façon on fait des lessives tous les jours, ça passe là-dedans. Voilà. C'est plein de petites choses comme ça qui font que 200 € par 200 €, on arrive à vraiment consacrer plus de budget à l'alimentation, en tout cas sur la qualité. Et il y a encore plein d'autres idées qui vont arriver au fur et à mesure. Ouais. Le bilan des équipes, alors Thaïs en a déjà un petit peu parlé, est-ce que vous voulez rajouter deux, trois choses ? Au niveau de l'organisation, oui, on s'organise un peu encore tous les jours, parce que c'est tout nouveau pour nous et le changement d'habitude, c'est compliqué. Je ne sais pas trop quoi dire, je suis désolée. Oui. Ah, moi ? Ah, mais oui. Ah oui, bien sûr, la super nouvelle du jour. Moi, avant, au niveau personnel, je mangeais que des pâtes et des patates. Et depuis qu'on a un cuisinier ou une cuisinière, ça dépend des jours chez nous, et depuis aussi la formation qu'on a eue de 3 jours en équipe, je mange des légumes. Quel bonheur. Là, on a fait les 3 jours de formation. C'était la première fois que l'équipe était toute ensemble, des veilleurs de nuit à l'animatrice, on était vraiment tous ensemble, c'était déjà très agréable. Et quand à la fin de la formation, Sophie, qui est ici, se met à pleurer en disant merci pour la prise de conscience de ce que je donne à manger à mes enfants. Et quand Thaïs, la semaine suivante, arrive dans mon bureau en disant j'ai fait une garbure ce week-end. Et là, je me suis dit, c'est fait, c'est gagné. Voilà. Juste, Sophie, merci, parce que c'est vrai qu'à la fin des 3 jours, t'es revenue en pleurant, tu nous as pris dans les bras et t'as dit, putain, je croyais que la planète, elle était foutue. Non, mais c'était hyper... Et elle dit, mais non, en fait, quand on a des projets locaux comme ça, non, en fait, voilà, c'est beaucoup d'espoir, tout ça. C'est beaucoup d'espoir dans ce climat. Bon, deux petits mots mais c'est très important, le bilan institutionnel et partenarial. Merci au département, parce qu'ils ont cru tout de suite en notre projet et ils nous ont portés, aussi bien dans les petits moments peut-être de doute, mais qu'est-ce que c'est important d'avoir une instance sans qui on peut pas vivre, on peut pas fonctionner, qui nous suit et qui nous porte et qui croit en nous. Donc juste pour ça, merci. Ça a donné vraiment, et puis à tous nos autres partenaires bien sûr, mais merci bien sûr au collectif les Pieds dans le Plat et la SCIC Nourrir l'Avenir, mais ce projet, ce petit EHPAD à Nogaro, à 12 km, on ne savait pas qu'il y avait un EHPAD. Aujourd'hui, ça nous a donné une légitimité. On parle de nous, alors on n'a pas d'ego, c'est juste que on peut. Avant les petits EHPAD, les petites unités de vie, il y avait des bruits comme quoi, fallait pas compter dessus parce que c'est des établissements qui allaient fermer. Aujourd'hui, on a démontré qu'on pouvait faire vraiment un projet et qu'on pouvait améliorer le bien vieillir de nos résidents. Et juste pour ça, ce projet nous a aidés. Bien sûr, ça a amélioré notre image et notre activité. Je vous en parlais tout à l'heure par le nombre de lettres de candidature spontanées qu'on reçoit tous les mois. Une reconnaissance, une légitimité, même entre nous, au sein de l'EHPAD, et puis bien sûr un partenariat et un ancrage territorial. Je ne sais pas si tu veux rajouter 2 mots là-dessus, mais merci. Alors, si, quelque chose d'important. J'anticipe les questions et vous allez dire, oui, mais pour 25 repas, c'est facile.
Non, parce qu'on a des freins qui seront des leviers pour les autres établissements et inversement. Nous, on a petite structure, on a eu des limites. Déjà, pour faire l'étude sur nos échantillons, sur nos résidents, sur le nombre de résidents, c'est difficile de tirer des chiffres et des conclusions. Donc les résultats sont quand même peu généralisables. Dans une petite structure, tout le monde est le couteau suisse. D'accord, on fait tout, on connaît tous les postes de son collègue parce qu'on est une petite structure et il y a encore plus de solidarité. D'arriver avec un projet comme ça, waouh, la surcharge de travail pour l'équipe, et rien que pour ça, merci, parce qu'il n'y a pas eu de découragement profond. Il y a eu des... Voilà, on est fatigué, mais on y est arrivé. Et puis voilà, une réorganisation interne par rapport à une petite équipe, c'est difficile. Et puis les investissements, ils sont plus lourds à porter pour nous que pour un grand établissement. Un grand établissement, lui, il va avoir plus de moyens humains, plus de communication, plus de moyens financiers, une économie d'échelle avec une meilleure rentabilité. Je vous parlais, le coût de revient, moi je ne pense pas qu'on puisse le baisser un peu plus. Et puis, bien sûr, un impact plus large sur le public. Donc, j'ai envie de dire, petite structure, agilité, proximité, ça, c'est nos forces. Mais une grande structure, c'est ressources et l'impact, bien sûr, plus large. Et je vais passer le micro à mon président pour le mot de la fin. Merci, Véronique. On peut l'applaudir très fort. Moi, je crois que c'est le rendez-vous de l'humain. En fait, c'est ça. Avant tout, c'est ça. Bien sûr, tout le cadre partenarial, tous les gens qui nous font confiance. Madame Vigneault, moi, j'aimerais vous remercier très chaleureusement pour le conseil départemental et l'accompagnement extrêmement précieux. On peut l'applaudir très fort. Et ses services. Bien sûr, c'est un cadre partenarial. On a réussi même à convaincre des institutions qui étaient des fois un peu dubitatives, d'autres. Sur l'établissement et qui maintenant croient à ça. Je crois qu'on partage avec le conseil départemental, avec l'État également, le fait que ce dispositif-là, il faut qu'il soit reproduit ailleurs. Et qu'en fait, ces petites unités de vie, je le disais, à Thermes d'Armagnac, c'est 200 habitants, c'est un PINS, c'est 13 salariés, c'est 20 résidents, c'est du bonheur et ça fait fonctionner, ça participe à faire fonctionner un territoire. Si on en avait un peu partout dans le Gers, ma foi, ça serait bien. Et je pense que, je le dis souvent avec nos personnes âgées, il ne faut pas faire comme on a essayé de faire à une époque avec le Canard. Je pense que des grands bâtiments, c'est pas bien, quoi. Je pense que c'est mieux de revenir à une production plus locale et un accompagnement plus local. Bref, c'est le rendez-vous de l'humain, on voit bien l'efficacité que ça a. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est les yeux qui brillent dans les témoignages. C'est l'intensité de toutes les personnes, les bénévoles, les salariés, nos partenaires, nos médecins. Je salue Hélène aussi qui est là, qui est médecin aussi de l'EHPAD. C'est aussi ce regard que tous les gens ont de bienveillance. Et c'est ça. Maria Montessori disait il y a 80 ans que si on voulait changer la société, il fallait le meilleur pour les enfants. Moi, je pense aussi que pour changer la société, il faut le meilleur pour nos aînés. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on pourrait se dire, mais c'est vrai, on a un coût de repas qui diminue. Bon, c'est bien. Mais globalement, comment ça va l'EHPAD de Thermes d'Armagnac ? Il y a 2 ans, c'était moins 86 000 euros sur un peu plus de 700 000 euros de budget. 88 000. L'année dernière, en 2024, on a dégagé 17 000 euros. Voilà, 17 000 euros. Donc ça veut dire que dans le contexte actuel où les EHPAD sont dans des situations financières très compliquées, c'est un modèle vertueux du début à la fin. Alors on va bien sûr continuer à se battre pour ça, et puis toujours avec beaucoup de modestie, parce qu'on est des artisans, des petits bricoleurs, mais avec une détermination de faire pour que notre société soit un peu plus éclairée, un peu plus humaine, un peu plus solidaire, et qu'on soit un peu plus heureux au service de nos aînés. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quand même 5 minutes, max 10 minutes, pour respirer, digérer tout ce qu'on a entendu, parce que c'était vraiment intense.
Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ce que vous avez appris, ce qui vous a marqué ou ce qui vous a touché dans ce que vous avez entendu. On peut commencer par une petite minute de trip. Un trip, c'est un temps de réflexion individuelle préalable avant de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine que vous n'avez pas encore rencontré et de partager ce qui vous a marqué, ce qui vous a touché, ce que vous avez entendu et que vous avez appris de nouveau. Voilà, une petite minute de silence avec vous-même et ensuite vous vous tournez vers votre voisin ou votre voisine. On va prendre 2, 3 questions courtes, réponses courtes, et puis tout le monde sera là pour le déjeuner, donc vous aurez aussi le temps d'échanger, de demander des précisions aux uns aux unes et aux autres. Qui a envie de se lancer, qui a une question brûlante qui ne peut pas attendre, et dont la réponse intéresse tout le monde. Et c'est Isa qui a le micro, c'est par ici Isa. Madame DGS. Oui, j'avais une question. Comment vous êtes allé chercher les producteurs locaux ? On va prendre une. Alors, on a des outils. Donc, déjà, moi, je connaissais bien le secteur pour avoir été diététicienne formatrice en Restoco, donc je connaissais bien le réseau. Après, on a des outils comme la plateforme Manger Bio Occitanie. On a aussi un outil au département et puis la chambre d'agriculture. Et puis après, je me suis rapprochée des cuisiniers des collèges et des écoles que je connaissais bien. C'était la facilité, une des facilités de ce projet, pour leur dire tiens, avec la viande, toi, d'accord, ils te livrent ça, ils te livrent quel jour ? Ok. Donc j'allais voir le producteur en disant puisque vous livrez risque à côté, est-ce que vous pouvez aussi livrer terme ? Parce que un de nos points, on va dire un de nos freins, c'est que c'est compliqué de motiver, même s'il a envie, un producteur pour nous livrer 6 salades. Donc on a mutualisé et puis on a créé lors de notre mandat présidentiel, municipal, on a créé une épicerie pour valoriser nos producteurs locaux. Et du coup, les familles passent commande à l'épicerie pour le pain, la crèmerie, la viande, les fruits et légumes. Et puis du coup, on mutualise avec les pâtes, donc comme ça, ils viennent pas pour rien. Voilà. Une autre question ? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis directrice d'EHPAD à Bagnères-de-Luchon, donc voilà, dans le 31. Donc, moi, j'ai 65 lits. Donc, j'avais plusieurs questions, en fait. La première, quand vous avez choisi effectivement le local, pour vous, quelle définition vous avez prise ? Juste pour, comme il y a un exemple concret, pour voir si on est bien... On a pris la définition d'EcoCert. Alors là, c'est là où je devrais la lise. Donc, c'est les produits de mon département et de la région avec les départements limitrophes. Voilà. En plus, nous, ici, à Termes-d'Armagnac, on est à 20 km du 65. Voilà, on est à 20 km, on a les Landes, le 65 et le 40. Donc, voilà. Mais... Et 64, merci. Voilà, donc on est quand même proche de 3 autres départements. Ma deuxième question, c'était sur le prix d'achat. Alors, vos 10,50 € ou 12 € passés à 10. Donc, on est bien d'accord, c'est l'achat de la matière première, hors taxe, sans... Non, voilà. Tout TTC, parce qu'on est une association. D'accord. Donc, c'est vos 10,50 €. Achat denrées, coût salarial impliqué dedans. Amortissement, fluide et consommable. D'accord. Donc tout est dedans. Ouais. Le tableau du détail du coût de revient est dans le dossier de presse. D'accord. On pourra y accéder. Ok, super. J'ai une troisième remarque. Je suis désolée, j'accapare un peu. Je voulais juste revenir sur l'histoire des textures modifiées, ce que j'ai entendu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça dans le sens où, dans un EHPAD, en tout cas le mien, un changement de texture en fait est une prescription médicale. Donc c'est mon médecin coordinateur en équipe pluridisciplinaire. Tous les matins, on décide si on change la texture d'un résident en fonction de sa pathologie.
Et c'est jamais par facilité, croyez-moi. Donc du coup, c'est vrai que nos résidents en fait sont au Cantou. Nous, c'est Rakazo, ça veut dire notre maison en occitan. Donc ils sont au Cantou et en fait sous la supervision des soignants pour pouvoir justement déjeuner justement avec ces textures. Et il y a toute une formation qui a été faite par Accent du Sud-Ouest, qui est notre partenaire, dans la présentation de ces textures justement pour que ça donne envie de déjeuner, donc à l'assiette. Donc il y a toute une décoration aussi de l'alimentaire où on est capable de montrer un poulet frites, ça donne ça. Après on va le faire en texture modifiée, en texture lisse, ou une tarte aux fraises, on est capable de la montrer sous toutes les formes et décorer l'assiette pour donner envie. Donc du coup voilà, il y a du beau travail aussi fait en EHPAD sur ces textures, et c'est toujours une décision médicale. Et voilà, et pas par merci de le préciser. Voilà. On est bien d'accord. Il faut une ordonnance pour changer la texture. Voilà, on est bien d'accord. Mais honnêtement, pour avoir travaillé en tant que diététicienne dans d'autres EHPAD, j'ai vu des textures qui étaient changées aussi parce que, malheureusement, attention, j'ai pas dit que c'était facile, et moi j'ai cette difficulté-là, c'est de prendre le temps pour manger. Il y a aussi des contraintes, on va dire, d'équipe, d'horaire et tout ça. Et ça, c'est vraiment une difficulté, surtout pour le repas du soir. Après, pour revenir sur les textures, et peut-être que d'autres personnes pourront le confirmer, aujourd'hui, les gériatres disent que finalement, plus on va vers une texture lisse, moins on stimule le réflexe de déglutition et plus il y a de risques de fausse route. Et aujourd'hui, on a des médecins en formation qui nous disent, pour les diététiciens et aussi pour les orthophonistes, parce que c'est eux qui font les bilans, n'allez pas garder des morceaux, parce que le fait d'avoir des morceaux dans la bouche, puis il y a d'autres astuces bien sûr, permet d'enclencher ce réflexe de déglutition. Voilà. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis on aura vraiment du temps pour le déjeuner. Petite info quand même. Ah, est-ce que c'est brûlant ? Oui, ok. Est-ce que vous avez des discussions, des retours avec les familles des résidents ? Ah oui. Un indicateur que je n'ai pas parlé, merci Monsieur Philippe Martin, c'est que, donc je vous disais en préambule qu'il n'y avait pas de famille qui venait partager le repas avec son parent. Voilà. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de repas de résidents qui mangent avec leurs parents. En effet, c'est un indicateurs qu'on a mesuré. Alors, ça n'arrive pas encore toutes les semaines, mais ça arrive bien 2-3 fois dans le mois. Ouais. Ça s'installe. Voilà, merci beaucoup. J'ai senti beaucoup d'écoute dans cette heure et demie qu'on a consacrée, mais je pense que c'était pas de trop, pour vous décrire tout le compte-rendu, le bilan RH, financier, organisationnel de cette internalisation des repas. On va continuer la matinée, il est midi. On avait prévu le repas à 12h30, mais bon, on est en Gascogne, j'ai bien compris, on va avoir un petit peu de retard. Donc là, on va se fixer 13h pour passer à table, pour pas non plus faire attendre trop longtemps l'équipe de cuisine du collectif Les Pieds dans le Plat, qui œuvre depuis 2 jours au moins, et pas qu'un peu, pour préparer ce buffet. Je vais appeler sur scène, donc je vais vous remercier beaucoup d'être venus, vraiment, nous parler du projet.